Bienvenue dans Ligne de front sur notre chaîne C'est entre nous et on en est déjà au 27e jour de ce conflit entre les États-Unis et l'Iran. Ouais, 27 jours, ce qui est fou quand on y pense. Bah oui, parce que si on se fie aux prévisions du tout début, les déclarations hyper confiantes des premières heures, ça devait être une opération super chirurgicale, genre censée durer 4 à 6 semaines maximum. Exactement. L'idée, c'était de frapper fort et vite, provoquer un effondrement des chaînes de commandement. Et au final, on n'y est pas du tout, quoi. On assiste sur de multiples fronts à un enlisement total, un vrai bourbier tactique et stratégique. C'est clair. La promesse d'une résolution rapide, elle s'est complètement fracassée contre le mur de la réalité géographique du Moyen-Orient. Et surtout, la réalité asymétrique, tu vois. Ouais, c'est pas du tout le même type de guerre. Bah non, les infrastructures iraniennes sont souterraines, super résilientes. Les forces sont dispersées partout. Du coup, cette offensive éclair, c'est devenu une guerre d'usure imprévisible. Et d'ailleurs, pour donner un ordre d'idée précis à notre auditoire, il faut faire un petit bilan chiffré. On l'a tiré de nos sources pour vraiment poser le décor parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ouais, vas-y. Alors, côté américain, le bilan officiel en ce moment, c'est 14 morts. 14 morts et un peu plus de 230 blessés, ouais. Voilà. Par contre, côté iranien, c'est le brouillard de guerre total, le silence radio absolu. Le comptage officiel est resté bloqué à environ 1600 morts depuis un moment déjà. Et on sait très bien que c'est largement sous-évalué en réalité. Absolument. Mais enfin, ce qui est peut-être le plus glaçant dans les rapports qu'on a épluchés, c'est l'augmentation brutale des victimes civiles, partout dans la région en fait. Ouais, les dommages collatéraux explosent. C'est ça, on parle de 24 morts aux Émirats arabes unis suite à des frappes de missiles balistiques qui ont complètement trompé les systèmes de défense. Et les images de Tel Aviv aussi, c'est terrifiant. Ah oui, cette bombe à sous-munitions qui a frappé en plein Tel Aviv, ça a dispersé des dizaines d'explosifs mortels sur des zones résidentielles. C'est un cauchemar absolu. Complètement. Et ça montre que le conflit déborde largement des cibles purement militaires. Du coup, la mission de mode décryptage d'aujourd'hui, elle est primordiale. Il faut qu'on trie le vrai du faux dans ce flux d'informations chaotiques. Parce qu'il y a énormément de bruit médiatique en ce moment. C'est le mot. On va analyser ces fameux plans militaires de coup final, tu sais, ceux qui ont fuité dans la presse américaine. Et surtout, on va essayer de décoder ce gouffre béant entre la réalité brutale du terrain et la rhétorique politique. Un gouffre gigantesque pour le coup. Allez, démêlons tout ça. J'aimerais qu'on commence par ces documents qui ont fuité dans Axios. On y parle d'options pour porter un fameux coup final à l'Iran. Mais en lisant les cibles, je me suis dit un truc clochait vraiment. Bah oui, ces mémos, prétendument issus de la Maison-Blanche et du Pentagone, proposent des invasions amphibiennes et aéroportées. Dans le golfe Persique, c'est ça, hein. Ouais. La première option majeure, ce serait d'envahir l'île de Karg. Bon, c'est le principal hub d'exportation pétrolière de l'Iran, donc stratégiquement, ça s'entend. D'accord, mais la deuxième option, c'est l'île de l'Arak, non? Exactement. Et c'est là que ça devient complètement absurde. Les documents la décrivent comme un avant-poste militaire névralgique blindé de bunkers iraniens redoutables. Et ça nécessiterait genre 3000 à 5000 soldats d'élite pour la prendre? Ouais, des milliers de parachutistes, sauf que géographiquement et tactiquement, c'est un non-sens absolu. L'Arak, c'est pas du tout Iwo Jima en fait. C'est quoi alors l'Arak? C'est avant tout une réserve écologique et un simple point de transit pour le pétrole. Les trucs que les documents appellent des bunkers souterrains, c'est juste de banales cuves de stockage. Attends, sérieux, hein? Ils veulent envoyer une division aéroportée entière pour prendre des cuves de pétrole. C'est exactement ça. Prendre une île de cette taille, t'as pas besoin de milliers de mecs. Une centaine d'opérateurs bien entraînés ou même juste des frappes de drones, ça suffit largement pour la neutraliser. C'est fou. Et il y a aussi cette autre option complètement lunaire dans les fuites, bloquer et saisir des navires iraniens du côté est du détroit d'Ormuz. Ah oui, celle-là, elle est magnifique. Mais le côté est, c'est littéralement l'océan Indien. Oui. Les pétroliers qui sont là-bas, ils arrivent vers le Golfe. Donc, ils sont vides, non? Bah oui, ils vont chercher le pétrole, ils sont pas encore chargés. Mais ça n'a aucun sens économique ni tactique de saisir des bateaux vides. Pour faire une analogie, c'est comme si on déployait une armée entière avec de blindés et un soutien aérien juste pour, capturer un péage d'autoroute en pleine campagne. C'est une super analogie, ouais. Et c'est là qu'on comprend l'astuce. On nous pousse délibérément à regarder au mauvais endroit. C'est de l'intox en fait. Totalement. Le terme technique, c'est la désinformation stratégique. Aujourd'hui, avec les satellites de partout, tu peux pas cacher le mouvement de dizaines de milliers de soldats ou une armada. Bah non, tout se voit depuis l'espace. Du coup, vu que tu peux pas cacher l'action, tu manipules l'intention. En faisant fuiter ça dans Axios, le Pentagone cherche pas à informer le public américain. Ils essayent d'intoxiquer l'état-major iranien.
D'accord, donc c'est pour forcer l'Iran à garder plein de troupes sur ces petites îles. Voilà. Ils veulent que l'Iran mobilise des réserves et des batteries côtières dans le Golfe pour défendre des cailloux, ce qui allège la pression sur les vraies cibles. Et donc, pendant qu'on fait les gros titres avec des débarquements fantômes sur des réserves écologiques, les cibles qui méritent vraiment des milliers de soldats d'élite, elles sont ailleurs, à l'intérieur des terres, j'imagine. Exactement. Le cœur de la puissance iranienne, il flotte pas sur l'eau. Il est enfoui très très profondément sous la roche. Et là, on touche à la partie beaucoup plus sombre du plan fuité, les installations nucléaires et balistiques. Ouais. Prenons le complexe nucléaire de Natanz ou la cité balistique de Yazid. Natanz, par exemple, a été bombardée massivement au début du conflit. Des bombes anti-bunker ont été larguées en boucle. Et quel est le résultat de ces bombardements? Le site s'est complètement effondré sur lui-même. Aujourd'hui, il est enseveli sous environ 500 mètres de roches montagneuses. Et pourtant, le plan fuité suggère un raid terrestre américain pour récupérer l'uranium là-dessous. Attends. Je vais être bien sûr de piger l'absurdité du truc. On nous parle d'un site écrasé sous un demi-kilomètre de montagne. C'est ça, 500 mètres de roches massives. Donc on est censé gober que des milliers de rangers vont être parachutés en plein territoire iranien, qui vont louer des pelleteuses et jouer à Bob le bricoleur pour creuser un tunnel sous la montagne. Tout ça potentiellement dans une zone radioactive. C'est la théorie, ouais. Mais c'est délirant. Ils feraient ça sous le feu continu de l'armée iranienne. Et puis le carburant pour les pelleteuses, il sort d'où? On n'amène pas une excavatrice de 30 tonnes par hélicoptère, L'invraisemblance logistique est juste totale. Militairement, c'est un suicide. Maintenir une force d'occupation statique autour d'un immense chantier de BTP en territoire hostile, c'est impossible. C'est une blague, quoi. Et c'est encore pire pour la cité balistique de Yazid. Elle est aussi sous 500 mètres de montagne, et les images satellites montrent que c'est un réseau de trains souterrains avec des dizaines de portes blindées anti-souffle. Et c'est de là qu'ils tirent leurs missiles balistiques sur Israël? Ouais, tous les jours. Ils ouvrent les portes, ils sortent les lanceurs, ils tirent, et ils referment tout en quelques minutes. C'est ingénieux. Mais du coup, la coalition les bombarde pas? Si, ils bombardent les entrées. Mais les Iraniens s'en fichent. Le lendemain, leurs ingénieurs déblayent les gravats de l'intérieur et rouvrent un autre accès. C'est un jeu sans fin. C'est un vrai cauchemar, ce jeu du chat et de la souris. Une guerre d'usure géologique. C'est le mot parfait. Mais alors, si creuser la montagne, c'est impossible, et que balancer des bombes conventionnelles, ça fait qu'érafler la peinture, c'est quoi la vraie option pour les militaires américains? Yazid? Sans y passer 6 mois avec des tractopelles, la géologie de la montagne te dicte la solution. C'est-à-dire? La seule méthode physique connue aujourd'hui pour faire s'effondrer une montagne de cette taille de l'intérieur, c'est d'utiliser une arme nucléaire tactique. Attends, on s'arrête 2 secondes là. Tu parles d'utiliser délibérément la bombe atomique? Tactique, oui. Mais on parle plus du tout d'un simple bourbier logistique, là. C'est le franchissement du tabou ultime depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Je sais. C'est d'une gravité inouïe. Mais c'est une hypothèse très sérieusement débattue dans certains cercles très restreints. C'est terrifiant. Mais ça marcherait comment techniquement? On parle d'un dispositif à pénétration de terre d'environ 5 kilotonnes. L'arme s'enfonce dans la roche avant d'exploser. L'onde de choc sismique confinée sous la terre ferait s'effondrer la montagne entière sur la base. D'accord, donc c'est la physique fondamentale contre la géologie. Voilà. Sauf que les implications politiques et environnementales, ça créerait une onde de choc diplomatique sans précédent depuis 1945. Ça me glace le sang de me dire qu'ils débattent de ça pendant qu'ils nous balancent des plans factices de débarquement sur des îles écolo. C'est tout le paradoxe de cette guerre. Et pendant que les Américains s'arrachent les cheveux sur ces montagnes, nos sources montrent que des actions super ciblées et meurtrières ont bien lieu. Mais c'est pas les États-Unis qui les mènent. Non, c'est Israël. Ouais, l'assassinat de ce haut commandant des gardiens de la Révolution, l'IRGC, en plein cœur de Bandar Abbas. Pour notre auditoire, Bandar Abbas, c'est pas un petit village, c'est une métropole de plus de 500 000 habitants. C'est une très grosse ville côtière. Et cet assassinat en plein jour, ça montre un contraste dingue avec les Américains. Comment ça? Israël opère de manière purement asymétrique. Ils ont une pénétration incroyable des réseaux iraniens, grâce au renseignement humain, ce qu'on appelle le HUMINT. Ils recrutent localement. D'accord, donc c'est super ciblé, chirurgical. Exactement. Pendant que Washington déplace bruyamment des porte-avions et pond des mémos avec des milliers de parachutistes, Israël exploite les failles de sécurité de l'intérieur, sans même tirer un obus depuis la mer. Et pour le coup, j'ai l'impression que c'est l'Iran qui maîtrise le mieux cette dimension asymétrique. C'est vraiment le talon d'Achille de la coalition non intenditioros. Absolument. Les Iraniens s'y préparent depuis des décennies.
Par exemple, sur ces petites îles du Golfe, ils n'ont pas bêtement coulé du béton, visible depuis l'espace. Ils ont miné les plages, à mort, caché des missiles dans des grottes naturelles. Et ils ont même creusé des trous dans le sable pour y cacher des opérateurs isolés avec des drones suicides. C'est redoutable. Mais on sous-estime pas totalement ce maillage asymétrique, hein. Surtout quand on voit comment les pays alliés de la région commencent à paniquer. Oxy. La sous-estimation de cette guerre de l'ombre, c'est le drame des planificateurs actuels. Les alliés régionaux en payent le prix fort. Le tableau diplomatique est en train d'exploser. Ouais, le Qatar, par exemple. Le Qatar, ils sont furieux en coulisses. Ça fait des années qu'ils jouent les médiateurs neutres. Et là, ils voient leurs infrastructures civiles détruites. Des missiles balistiques ont échappé à la défense et frappé leurs installations de refroidissement de gaz naturel liquide. C'est énorme. L'impact sur les marchés énergétiques est colossal. Doha se sent trahi par cette escalade. Et il y a aussi l'Arabie Saoudite et les Émirats. Leur jeu d'équilibriste devient impossible. Publiquement, ils nient soutenir les États-Unis et appellent au calme. C'est par terreur pure. Ouais, ils ont une peur viscérale que l'Iran cible leurs usines de dessalement d'eau de mer. S'ils perdent ça, leur population n'a plus d'eau potable en quelques jours. C'est existentiel. Et pourtant, en coulisses, ils continuent d'aider la logistique américaine. Mais cette terreur existentielle, elle vient pas que du ciel. Il y a la guerre par procuration sur Terre. Ah oui, l'angoisse concernant les Houthis du Yémen. Voilà. Dans les briefings, la grande peur, c'est que l'Iran ordonne aux Houthis de lancer une vraie offensive terrestre majeure. Pas juste tirer sur des bateaux en mer Rouge, mais franchir la frontière. Pour remonter la côte ouest de l'Arabie Saoudite. C'est une zone très montagneuse, super dure à défendre. Et le but ultime de cette manœuvre asymétrique, ce serait de marcher directement sur la Mecque. Attends, marcher sur la Mecque. Les implications religieuses et politiques pour la famille royale saoudienne, ce serait apocalyptique, hein. Totalement. L'armée saoudienne a beau avoir le meilleur matos occidental, face à une guérilla aguerrie dans les montagnes, la technologie sert plus à grand-chose. S'ils arrivent à menacer les lieux saints, c'est la panique institutionnelle garantie à Riyad. C'est l'essence de la stratégie asymétrique de l'Iran. Créer des menaces existentielles là où tu t'y attends le moins avec des forces déléguées. Quand on voit ce chaos absolu, ces menaces de partout, le dilemme autour de la bombe nucléaire, ça donne vraiment le vertige d'écouter les discours politiques à Washington. C'est deux mondes parallèles. Avant qu'on entre dans les détails de cette communication politique, il faut impérativement qu'on rappelle une règle stricte à ceux qui nous écoutent. On ne prend absolument aucun parti dans cette émission. Aucune opinion politique, on s'en tient aux faits. Exactement. Ni de droite, ni de gauche. Notre seul objectif, c'est de rapporter les déclarations de nos sources factuellement et de les comparer avec ce qui se passe sur le terrain. Et c'est crucial parce que le décalage entre le discours officiel et l'opérationnel est vertigineux. La Maison-Blanche s'est totalement affranchie du terrain. Et comment on lit ces récentes publications de Donald Trump sur les réseaux sociaux? Il affirme noir sur blanc que l'OTAN n'a, je cite, absolument rien fait. Et que l'Amérique n'a besoin de l'aide de personne. Voilà. Mais le truc le plus fou, c'est ce qu'il a déclaré directement depuis le bureau ovale. Il a dit publiquement qu'il avait gagné la guerre. Gagné, carrément. Et il prétend que les dirigeants iraniens seraient terrorisés par leur peuple et par l'Amérique au point de chercher désespérément un accord de paix. Il a même balancé comme une anecdote qu'on lui aurait proposé de devenir le guide suprême. Quand on met ces mots en face des données militaires strictes, le contraste est juste dingue. Bah oui. D'un côté, on te vend une victoire absolue, un ennemi qui supplie à genoux. De l'autre, le Pentagone gère une logistique de crise en urgence. Et on voit les ordres de déploiement. Des milliers de soldats supplémentaires continuent de partir là-bas, notamment la 82e division aéroportée. T'envoies pas des milliers de renforts d'infanterie lourde si t'as déjà gagné la guerre. Ça coûte une fortune financièrement et humainement. C'est pas pour organiser un défilé de la victoire. Historiquement, ça ne s'est jamais vu. Mais c'est quoi cette contradiction? Comment tu peux dire au monde que t'as gagné le lundi et signer le déploiement de milliers de paras dans une zone de guerre le mardi? C'est de l'incohérence pure, non? La com politique est complètement hors sol. C'est le symptôme classique d'une guerre de l'information. Le narratif interne pour les électeurs prime sur la réalité du front. Mais bon, Téhéran joue aussi à ça. Ah oui, leur réponse sur les fameuses négociations secrètes. Elle a été cinglante. Ils ont catégoriquement rejeté l'idée d'un cessez-le-feu. Et sur les offres de paix qu'ils auraient soi-disant mendiées, la diplomatie iranienne a répondu avec une ironie mordante. Ils ont dit quoi? En gros, quelle négociation? Merci pour les fleurs transmises par vos intermédiaires, mais on n'a absolument rien demandé. Waouh, le message est clair. Ouais. Leur ligne, c'est que ça se terminera selon leurs conditions, pas sous la dictée des États-Unis. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on prend un peu de hauteur par rapport à toutes ces infos complexes, on voit un conflit qui se joue sur 3 tableaux complètement déconnectés. 3 univers parallèles presque. C'est ça.
D'abord, il y a le théâtre des fantasmes tactiques, les fuites dans la presse avec des débarquements massifs sur des îles sans importance ou des pelleteuses qui creusent la roche. Ensuite, il y a la réalité crue, le terrain meurtrier, les assassinats ciblés, la destruction de l'énergie du Golfe et ce spectre terrifiant de l'arme nucléaire. Et enfin, la guerre de l'information totale, où on masque l'envoi désespéré de troupes avec des annonces de victoires triomphantes. L'enjeu face à ce brouillard, c'est vraiment de garder l'esprit critique. Systématiquement, ouais. Une déclaration politique depuis un bureau, ça n'arrête pas un missile balistique. Une flèche dessinée sur une carte dans les médias, ça fait pas disparaître 500 mètres de roche au-dessus d'une base. Comprendre ça, c'est comprendre l'impasse actuelle. Et pour clôturer cette analyse, j'aimerais qu'on aborde un dernier point tiré de nos sources. Un concept évoqué brièvement, mais qui ouvre une perspective assez effrayante. Je t'écoute. Le concept de Almorabitoun. Historiquement, ça désigne le soldat en poste de garde aux frontières de la foi. C'est cette doctrine qui dit que le champ de bataille, c'est pas juste des frontières géographiques. Ça s'étend partout où il y a des fidèles prêts à agir. C'est la menace globale, oui. Et si la véritable menace, à long terme, c'était pas les bases de missiles en Iran ou les mines dans le détroit d'Ormuz? Et si le vrai danger, c'était l'activation silencieuse d'un réseau mondial de cellules dormantes? Une guerre asymétrique poussée à l'extrême. Exactement. Une guerre qui quitterait d'un coup le Moyen-Orient pour s'inviter de manière invisible en plein cœur de nos villes, effaçant complètement la notion même de ligne de front. C'est une hypothèse très lourde à porter. Et c'est une perspective sur laquelle il convient de méditer sérieusement alors que les tensions explosent. Un immense merci à notre audience pour l'attention portée à ce décryptage. Dans ce flot d'intox et d'infos, il est essentiel de rester curieux. À très bientôt.